Bon, bah, merci beaucoup de cette invitation. Je suis un peu revenu à la maison. Moi, je suis Jésus Gonzalez, je suis pneumologue à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, j'avais monté une unité de ventilation de neuromusculaire de SLAS, principalement là-bas. On s'était un peu réparti les maladies neuromusculaires franciliennes avec mes collègues de Garches. Et à l'époque, dans les années 90, le seul endroit interne où chef de clinique on pouvait se former à la ventilation, en tant qu'universitaire, ils prenaient des internes, c'était Garches. Et donc, me voilà parti donc, pendant quelques années. Donc, je leur dois tout. Et merci encore de cette invitation. Et moi, ce qui est important, c'est une belle salle, hein, il y a du beau monde. Ce qui m'inquiète, c'est que je connais 50% des gens qui sont dans cette salle. Mais en fait, non, ce qui m'inquiète, c'est que je connais que 50% des gens qui sont dans. Parce qu'avant, quand on faisait ces cours et ces topos, on se connaissait tous, quoi, donc on était 100%. Donc là, soit on vieillit, c'est probablement vrai, soit il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces patients, et c'est tant mieux. Alors, donc l'ordinateur est planté, donc c'est bien. Et donc moi, déjà j'ai mis un pour tous et tous pour un, donc vous ne comprenez pas le titre, moi non plus. Quand j'ai passé 2 heures à faire ce topo, et après avoir appelé Hélène Prigent pour lui dire, dis-moi exactement ce qu'on avait dit, parce qu'on en avait parlé quand même, hein. Et donc, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu il y a quelques mois, quand j'avais commencé à travailler, semaines, quand j'avais travaillé là-dessus. Donc là, non, un pour tous et tous pour un, c'est une vieille idée. C'est une vieille idée qui vient du fait de dire, si on avait un ventilateur ou un même mode de ventilation, un truc standard pour tous, avec un appareil pour tous, il n'y aurait pas besoin d'avoir 5 ou 6 appareils, 5 ou 6 différents appareils, différents réglages, etc. etc. Et c'est un peu ça la question, parce qu'en théorie, vous allez voir qu'on pourrait, vraiment penser qu'on pourrait fabriquer le ventilateur et les réglages tous pour un. Ça a été beaucoup de promesses, hein, le one for all, le tous pour un. Un petit exemple, regardez combien vous avez de télécommandes à la maison. Des voitures. Non, mais toi, c'est parce que tu es riche. Moi, j'en ai qu'une voiture. Non, mais toi, tu as été professeur avant moi, donc tu ouais. Ah oui, ça t'as raison. Mais j'en ai qu'une. Hein. Ah oui, tu veux dire. Non, mais déjà, perso, le nombre de télécommandes qu'on a à la maison devant la télé, quoi. Moi, je m'en sors pas des fois. Enfin, bon, bref. Ou les clous, les vis, les trucs. Alors que ça fait des années qu'il y a quand même ça dans les magasins. La télécommande universelle, moi, j'en ai acheté 3. Il n'y en a aucune qui était vraiment universelle. Donc finalement, vous en avez celle qui fait 3 appareils, mais vous en avez 2 autres pour les deux. Et le truc qui tient jamais, qui remplace un moment tout, mais ça ne tient pas aussi pour un truc. En fait, le truc, vous auriez pu mettre de la pâte à fixe, ça aurait tenu. Donc finalement, est-ce qu'on en est pour la ventilation, il y a des avances. Vous ne le savez pas parce que vous ne le connaissez pas. Là, il y a les fabricants qui sont comme ça. Mais le ventilateur qui fait tout, il existe. Il n'est pas sur le marché français ou alors il est caché. Mais il existe vraiment, je l'ai encore vu et je l'ai bidouillé, j'ai touché. Bon, il est pas mal, vous allez voir, on va en parler, il est là. Il s'appelle le VOXN. En fait, c'est l'acronyme qui reprend tout ce qu'il a dedans. Non mais c'est vrai, c'est un appareil qui fait ventilateur, oxygène, inexsufflateur, succion et nébulisation. C'est le VOXN. Non, mais il est comme ça. Et donc, leur publicité, c'est qu'au lieu d'avoir 5 appareils qui pèsent 55 kg ou livres, je ne sais pas combien ça fait, vous avez un appareil qui fait 8 à 10 kg, qui est de la taille des ventilateurs qu'on a là. Donc, il existe et on va voir un peu ensemble s'il y a besoin de ça ou sinon, on peut avoir un one for all, qui était la question qui m'était posée. Comment est-ce que nous, pneumologues, pour ceux qui ne le font pas au quotidien, on travaille sur les réglages? Comment on règle nos malades? Eh bien, on se pose toujours 3 questions pour régler nos appareils. 1, comment est la commande cérébrale? Comment est la compliance du thorax? Et comment sont les voies aériennes supérieures? Et on peut rajouter une 4e question qui est comment le parenchyme, parce que même avec des petits réglages, on peut améliorer l'oxygénation aussi, bien qu'on pousse que de l'air, pour lever des atelectasies par exemple. Pourquoi on se pose ces 4 questions? Parce qu'en fait, il y a les réglages qu'on va faire, les choses qu'on va bidouiller sur la machine, elles sont en relation pour contrôler ces anomalies de nos malades. Les patients qui ont des problèmes de commande ventilatoire, on va leur mettre une fréquence respiratoire. C'est ce qu'ils arrivent. Et il y a un défaut de tous nos malades, qui est très pénible chez tous nos malades, c'est qu'ils dorment. Et quand on dort,
on a une diminution de la commande ventilatoire naturelle. Alors, si en plus on part de bas, effectivement, on va avoir un problème la nuit. Donc tous nos patients ont des problèmes la nuit. La pente, ça va nous aider à régler aussi les patients qui ont de la demande haute ou élevée. Quand on a un thorax difficile à remplir, on va devoir agir le maximum, ça ne nous concerne pas trop. Nous, dans le service, à la Pitié, on appelle les neuromusculaires, on appelle ça les thorax mous. Bon, parce que c'est facile à régler, quoi. Il n'y a pas besoin de pousser très fort. On souffle un peu d'aide inspiratoire et ça rentre. Mais par contre, on a d'autres maladies, vous le savez, les BPCO, la kyphoscoliose, c'est pas le sujet là, mais le syndrome obésité-hyperventilation, là, il faut pousser fort. Puis il faut jouer sur le TI, etc. Le neuromusculaire, ça va. Et puis les voies aériennes supérieures, elles se traitent avec de la PEP. Ça ne nous concerne pas trop aujourd'hui, mais quand même. Et en fait, si on regarde les maladies, et la première ligne, c'est les neuromusculaires, c'est là où on se dit depuis des années, c'est vrai que ce n'est pas la peine de faire un ventilateur très compliqué, il faut juste une fréquence respiratoire de secours, parce qu'ils ont des diminutions de la commande naturelle qui est due au sommeil. Alors il y en a d'autres qui ont des pathologies associées, comme les Steinert, qui ont des diminutions de la commande centrale aussi, pathologiquement, mais sinon, tous nos neuromusculaires, ce que disait David Orlikowski tout à l'heure, le problème c'est qu'ils dorment. Et donc, ils dorment et ils partent d'une fonction ventilatoire en début de nuit déjà altérée. La nuit, ça va être catastrophique. Il faut la fréquence respiratoire. Sur le reste, le thorax, je le redis, c'est un thorax mou. Les voies aériennes supérieures, on ne s'est jamais beaucoup inquiété et elles n'étaient pas trop anormales. Et le parenchyme, par définition, il est normal. Une fois qu'on pousse de l'air dedans, ça va. Rien à voir avec toutes les autres pathologies qui nous rendent dingues pour les régler, le syndrome obésité pour ventilation, la BPCO. Donc finalement, c'est vraiment des patients qui, en théorie, sont faciles à contrôler avec un ventilateur. Et feu Jean-Claude Raphaël, qui m'a bien drivé pendant toutes ces années, il y a tellement tout le monde, j'ai l'impression qu'il va arriver par là un moment, tu vois, Jean-Claude Raphaël. Mais bon, je vais dire que du bien de lui, parce que sinon, il va me gronder encore. Et pour Jean-Claude Raphaël, quand on ventilait les malades atteints de myopathie de Duchenne, on mettait un éole, une bonne fréquence de sécurité, un volume, et c'est bon, le patient, il s'adaptera à l'éole, et ça ira. Et ça a été pendant des années comme ça, et c'est justement grâce au fait qu'il y a peut-être des petites choses que je vais dire après, qu'on a commencé à créer des travaux de recherche autres. Mais le neuromusculaire, finalement, il y a surtout la fréquence respiratoire à ne pas oublier comme particularité, le reste, depuis des années, on dit que ça se ventile facilement. Et on a proposé, avec le groupe d'assistance ventilatoire de la SPLF, la Société de pneumologie langue française, à la demande de vraiment tout le monde, est-ce que vous pouvez nous faire un tableau avec les réglages selon les pathologies? Alors on a toujours refusé, parce que, pour tout ce que je vais vous dire après, mais bon, on a cédé parce que les gens qui font aussi de l'asthme, qui font de la cancérologie, mais qui ventilent de temps en temps un ou deux malades, ils ont besoin d'avoir des guides. Donc on a fait un tableau comme ça avec les réglages. Il est gratuitement sur le site de la SPLF, avec des réglages. Et vous voyez que c'est franchement des réglages très simples. La seule particularité, c'est qu'il faut mettre une bonne fréquence respiratoire. Ok, donc on arrive à cette première conclusion que, à régler, il n'y a pas grand-chose de spécifique chez les neuromusculaires, juste ne pas oublier la fréquence. Sur les ventilateurs, David en a parlé. La Haute Autorité de Santé a publié que finalement, le seul critère de choix d'un ventilateur en France actuellement, c'est les heures d'utilisation. Ok, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Déjà, c'est bien, on classe un peu. Et les neuromusculaires, ils vont plutôt être dans le niveau 2 ou niveau 3, d'accord. Sur le choix du mode de ventilation, volumétrique ou barométrique. Quand j'étais à Garches, on avait le droit de ventiler qu'en volumétrique. Et puis quand même, il y avait Frédéric Lefazo qui est arrivé aussi, qui sortait de la réanimation, moi aussi. On ventilait beaucoup en aide inspiratoire, on aimait bien, ça compensait les fuites. On s'est dit, on ne pourrait pas essayer? Non. Mais un petit peu? Non. Un peu, quand il y a... Non. Bon, après, je suis parti à la Pitié, j'ai ventilé tout le monde en barométrique, et ça va très bien. Mais il y a des gens qui continuent à ventiler en volumétrique, parce que ça marche très bien, le volumétrique. Si le malade, ça ne compense pas les fuites, mais ça marche très bien. Si vous ventilez bien votre malade, ça marche bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a montré sur ce papier, avec un collègue qui s'appelle Jesus Sancho, qui est à Valence, qui ventile tous les malades atteints de maladies neuromusculaires, atteints de SLA, en volumétrique. Nous, à la Pitié, on les ventile tous en barométrique, pour le confort de compensation des fuites, et on a regardé nos malades. On va comparer. Et c'est exactement la même survie. Donc volumétrique ou barométrique, ça ventile de la même façon quand on maîtrise bien. Je recommande personnellement le barométrique
en cas de VNI, car ça compense les fuites. OK, donc finalement, on reste dans le facile. Donc comme c'est simple, à un moment, dans le début des années 2010, les fabricants se sont dit, mais on a des machines qui peuvent se régler toutes seules. Et on ne va pas pouvoir continuer, David l'a dit, à faire des hospitalisations pour tous les malades. On a de moins en moins d'infirmières. Les docteurs, les pneumologues doivent tout faire et il en manque vraiment. On a vraiment besoin des machines automatiques. Moi, j'y crois beaucoup. On en a besoin. Ça doit nous aider, peut-être pas nous pour les experts, et encore, mais vraiment pour les gens qui ne savent pas faire, pour que les machines fassent bien si eux, ils ne savent pas très bien faire. Et on pourrait se dire, bah tiens, avec la facilité des réglages, il faut juste une fréquence de sécurité et mettre un bon volume à ces malades, ça pourrait marcher. Eh bien non, quand même. Eh bien non. Anita Simons, quand même pas n'importe qui, avait publié ce papier avec les premiers modes automatiques sur l'aide inspiratoire et l'expiration, qui contrôlait un peu tout et la fréquence, en se disant, bah, machine, tu vas te régler toute seule sur un patient facile. Et en fait, si on regarde les résultats, l'aide inspiratoire proposée par les machines automatiques, elle était très basse. Les machines hypoventilaient les malades. Et tous les malades préféraient, la grande majorité des malades préféraient les modes réglés manuellement par le docteur, dans les maladies neuromusculaires ici, contrairement aux autres. Donc ça ne doit pas être si facile que ça, bien qu'on puisse conclure sur cette première partie que la fréquence respiratoire, c'est la chose obligatoire. Après, on pousse de l'air et ça devrait rentrer. Ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Et cette histoire commence là encore à Garches, toujours avec mon ventilateur barométrique qu'on a mis sur le nez d'un malade. Et je me souviens, moi je sortais de réanimation, on avait sur les écrans des ventilateurs de réa le pourcentage de fuite. Et je trouvais que c'était bien, parce qu'on pouvait savoir s'il y avait des fuites et tout. Et il n'y avait pas ça sur les ventilateurs sur les halls. Et donc j'avais proposé à Philippe Gajos, qui était le chef de service, si je pouvais faire un petit travail de recherche en mesurant s'il y avait des fuites. Et oui, on a mesuré les fuites avec le premier appareil de monitoring, c'est-à-dire un pneumotachographe à aiguille sur le circuit inspiratoire, un pneumotachographe à aiguille sur le circuit expiratoire, un bout de papier, et je notais le volume qui rentrait et qui sortait, enfin moi, à l'externe, tout le monde participait, et à la main. Et on a passé notre premier papier comme ça de monitoring en disant, bah tiens, quand il y a des fuites, les malades sont mal ventilés. Et ça répond à la question de tout à l'heure que tu as posée sur, oui, mais en 1994, quand on ventile les malades précocement, est-ce que... Mais on ne regardait pas. Est-ce qu'ils faisaient de la ventilation, les heures de ventilation? On ne regardait pas. Personne ne regardait si ça fuyait, si c'était mis, s'il y avait des apnées. On ne regardait pas. Et c'est ça, nous, qu'on veut passer comme message avec un groupe de travail qui s'appelle Somno VNI, avec un groupe Euromea maintenant, et Frédéric Lefazo nous fait le plaisir de venir dans la version 3 de ce groupe, où ça fait des années qu'on défend qu'il faut monitorer et suivre la qualité de la ventilation, parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences, ça commence là. Après le papier de Garches, où j'avais montré que s'il y avait plus de fuites, les malades avaient des gaz du sang moins bons, et ben on a regardé ça dans la SLA. La différence de la SLA, c'est que c'est des patients qui meurent très vite si on les ventile mal. Et on a montré ici que les malades, quand à 1 mois, ils étaient mal ventilés, juste parce qu'ils continuaient à désaturer la nuit, eh bien, il y avait une surmortalité importante. Et c'était grâce au premier appareil qu'il y avait sur les machines de ResMed, les ResLink, qu'on avait pu voir qu'il y avait des fuites. Quand même stupide. Ces malades mouraient plus parce qu'ils avaient des fuites. Tu vois, ça commence là, quoi. On commence à regarder. Parce que maintenant, ce qui est rentré dans ta tête, qui a l'air évident, non, c'est là que ça commence, dans les années 2000-2010. Et après, Marjolaine Georges, qui était dans le service, on s'est amélioré sur les fuites. Et après, il y avait quand même des événements. Les machines nous ont donné de plus en plus d'informations, les logiciels, et on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes sur les courbes de ventilation. Et il y avait notamment des obstructions, avec même des obstructions, je reviendrai dessus, qui étaient assez catastrophiques. Non, le film ne part pas, on ne va pas chercher. Et donc, il est sur le papier, si vous voulez voir le supplément online, avec des patients qui, parfois, alors qu'ils n'étaient même pas bulbaires, même pas cliniquement des troubles ORL, avaient des fermetures des voies aériennes catastrophiques, et à tel point que ça faisait désaturer, et à tel point qu'on a regardé. Et ceux qu'on n'arrive pas à traiter, qu'on n'arrive pas à ouvrir, qui sont fermés, quand on regarde sur les logiciels, eh bien, ils ont une survie moindre aussi. Ah, ça commence à devenir un peu moins simple qu'on ne le pensait. Il se passe des choses la nuit, il ne suffit pas de pousser de l'air. Encore faut-il que ça ne fuit pas, encore faut-il que ça rentre dans le malade. Je passe ça. Et donc, je vous allez pas tout lire, c'est juste la copie du tableau, j'ai dû le faire en 3 diapos. Capucine Morello a publié dans Respirology en 2019 cette année une revue sur la prise en charge de la SLA et comment ventiler ces malades.
Et on a fait un gros tableau au fur et à mesure de toutes nos années de recherche à ne pas trouver de solution, comment traiter les obstructions des voies aériennes de ces malades. Et il y a tout un tableau avec plein de trucs, et j'appelle ça des trucs, pour essayer de vaincre les obstructions des voies aériennes supérieures, parce qu'on a beaucoup de mal. Les voies aériennes supérieures, après les fuites, c'est vraiment l'ennemi juré numéro 2 de la ventilation des malades. On peut proposer des changements de masque, on peut proposer des réglages sur le TI et les TE, on peut proposer ici de pousser très fort avec la IPAP, on peut proposer de mettre de la PEP élevée, voire des réglages automatiques. On peut proposer aussi des pratiques manuelles, comme on l'a montré ici avec Arnaud Prigent sur ces malades, où il y avait, c'est des cas cliniques, mais il y avait quelques malades atteints de myopathie, où on arrivait à vaincre les apnées obstructives avec des Minerves. Ah, ça commence à devenir un peu plus compliqué finalement. En fait, c'était plus simple quand on ne regardait pas, je crois. Mais bon, maintenant qu'on regarde, il faut regarder. Les machines automatiques, on s'est dit super. Ces machines automatiques qui montent de la PEP, qui vont vaincre les apnées obstructives, bah oui, mais c'était marrant parce qu'il y en avait qui marchaient avec certains malades et puis pas avec d'autres, certaines machines, oui. Et donc on les a toutes mises sur un banc et on s'est rendu compte, regardez, c'est plein de machines différentes sur des événements que j'ai créés sur le banc avec des apnées obstructives. Et vous voyez les réactions des machines. Il y en a une qui augmente la IPAP, l'autre qui augmente la PEP d'un coup, les fabricants reconnaîtront leur machine, l'autre qui augmente la PEP tout doucement, l'autre qui augmente la PEP entre deux. Donc vous voyez, on pourrait se dire, ok, c'est facile, c'est des problèmes obstructifs, on s'occupe de la PEP et on a des machines qui peuvent le faire automatiquement. Non, on ne va pas y arriver. Finalement, ça semble plus compliqué. On en arrive à tel point que des collègues proposent actuellement d'aller regarder en fibroscopie sous VNI quand on a des obstructions qu'on n'arrive pas à vaincre pour voir ce qui se passe. Donc vous voyez, on est quand même passé de juste un peu de fréquence de sécurité à un peu plus de bagages. Donc ça c'est important, c'est mon deuxième conclusion avant de terminer sur la partie handicap, qu'il faut regarder ce qu'on fait. C'est fini la ventilation facile. C'est des patients qui sont polypathologiques sur d'autres problèmes, qui dorment de manière différente. En plus on ne connaît pas tout et il faut aller regarder ce qui se passe notamment sur les fuites et les obstructions. Et enfin, si on se dit qu'un seul ventilateur pourrait suffire, c'est oublier que nos malades ont de l'handicap et sont très différents. Frédéric Lofaso avait fait il y a longtemps, avait fait une grosse enquête publiée en 2014 sur les vœux des docteurs et des malades, sur quel serait le ventilateur idéal et qu'est-ce que vous attendez de ça. Donc on pourrait se dire, le papier est fait, il suffit de le copier puis tu fais le ventilateur. Eh bien non, tout n'y est pas. Vous voyez, il y a encore des malades qui doivent adapter leur masque. Et ça arrive, des masques plus faciles avec des aimants, etc. Enfin, essayez de vous le mettre vous-même. Et moi-même sans handicap, moi, j'arrive pas, ou alors je ne suis pas très doué. Mais ce n'est pas simple encore. Ce n'est pas fait pour nos malades. C'est pour le marché du sommeil, etc. Mais il y a du travail encore. Vous allez le voir après sur le topo sur les masques. Je reviens, après tout ce que je viens de dire, tous les problèmes qu'on a. Où sont la gestion des voies aériennes supérieures? Où sont la gestion des fuites? Rien. On nous propose de l'oxygène, l'aide à la toux, on va voir, de l'aspiration ou de la nébulisation. Enfin, vous voyez qu'on est finalement sur pas du tout les choses qu'avaient demandé, vous lirez le papier, je ne vais pas vous résumer ici tout, mais toutes les choses qu'avaient demandé. Les patients dans le papier, ils avaient demandé un truc pour nous aider à tousser. Bon, d'accord, on l'a là-dedans, mais le reste, ça a été écouté. On a des ventilateurs qui proposent cette aide à la toux. Avec un bouton, on appuie dessus et on a une hyperinflation pour aider à tousser. Ah ben super, mais pas sur tous. Là, j'en ai mis 2 qui l'ont. Les malades avaient demandé la ventilation à pipette buccale. Super, ben, c'est important, c'est bien. Les docteurs l'aiment, les patients aussi. Ben, on ne le trouve pas sur tous les ventilateurs. Et j'ai mis en un peu plus gros celui qui nous a remis la ventilation à pipette buccale au goût du jour. Mais on a, pardon, il n'est pas sorti à l'envers, les machines de Resmed aussi, les machines de Lovenstein, celles de Breas, toutes celles qui arrivent. D'accord, ça s'implémente, mais pas sur toutes. Il n'y a pas des modes parfaits sur toutes. On est en 2020 pourtant, presque. L'humidification. Alors ça, c'est intéressant. Ça n'intéresse pas beaucoup les malades, plus les docteurs. On n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Les humidificateurs, on ne sait pas comment ça humidifie, on n'y arrive pas. On met des HC 150 alors que c'est des humidificateurs de CPAP. Enfin bon, bref. On n'y connaît pas grand-chose. Donc nous, on a fait un papier avec Noémie Azio où on a regardé les performances des humidificateurs, si on fait des fuites, pas de fuites, etc. Et je peux vous dire que c'est la catastrophe pour certains. Et
on n'a pas d'humidificateur sur les ventilateurs support de vie. Heureusement, c'est en train d'arriver. Dans les mois qui viennent, on va enfin avoir ça, et ça pourrait être bien. Mais quand même, c'était une demande, plus des docteurs que des malades, mais elle y était. On n'a toujours pas ça, on a toujours la cocotte à côté qui va se renverser dans le ventilateur, etc. La mobilité, grosse demande des malades, moins des docteurs, mais on comprend. Mais pourquoi tous les ventilateurs ne sont pas comme ça? Il y en a un, c'est bien, mais s'il n'a pas pris tout le marché, c'est qu'il n'avait pas d'autre chose, vous voyez? Pourquoi tous les ventilateurs ne sont pas comme ça? Et je continue encore un peu, et je vais m'arrêter parce qu'il y a plein de choses. L'oxygène humidifié, tiens, on ne sait pas à quoi ça sert, c'est vrai, bon, je suis d'accord. Mais quand même, il y en a un qui l'a, pourquoi rajouter une machine alors que c'est juste une turbine et un peu d'humidification à haut débit qu'il faut mettre, ça peut être utile. Bon. Et lui, il arrive en disant, c'est le formidable ventilateur que je pensais qu'il m'aurait résolu en 2 diapos mon cours. Ben, pas du tout. Que vient faire là-dedans les aérosols, bref, on n'est pas du tout pour un ventilateur pour toutes les pathologies. Parce que le ventilateur idéal, il n'existe pas, et je n'ai pas parlé, je vois Brigitte parce que j'aurais dit des bêtises, mais tous les ventilateurs n'arrivent pas à ventiler des enfants. Il y a des problèmes de trigger, de volume respecté, etc. etc. Et voilà, donc finalement, j'ai fini, et ça, le ventilateur parfait, ça serait celui-là. C'est pour ça, tu vois, moi tu me dis je conclue, hein. Ma conclusion, c'est celle-là. D'où, au départ, on partait d'une idée physiopathologique que les réglages, ça peut être facile parce qu'il y a juste la fréquence de sécurité à mettre et éventuellement volumétrique ou pas, et encore, ce n'est plus très vrai. Finalement, certains malades, je pourrais dire tous, ont tellement de particularités qu'il faut les surveiller avec un monitoring nocturne. Et quand j'entends des questions comme comment ils étaient ventilés, etc., finalement, on se rend compte que maintenant, c'est rentré dans vos mœurs et c'est super. Il y a vraiment des problèmes, même avec les neuromusculaires. Et le handicap, la différence, les différents phénotypes de malades, de maladies, fait qu'on n'arrivera jamais à avoir un ventilateur parfait pour tous. Et donc la conclusion, finalement, c'est que tous les ventilateurs sont là pour essayer sur un individu et que vous devez tout connaître avec vos prestataires, vos correspondants, pour adapter à votre malade. J'ai fini. Merci. Merci Jésus. Je vais appeler Brigitte Fourou, le temps qu'elle s'installe. On a le temps d'une question et on pourra discuter à la fin de la session si nécessaire une question dans la salle. Moi, j'ai juste une petite, s'il n'y a pas de question, une petite réflexion. Il y a certes les ventilateurs, mais il y a aussi les modes de ventilation qui sont très différents, enfin en tout cas dans leur naming, très différents d'un ventilateur à l'autre et qui correspondent à des algorithmes également très différents. Il y a ceux qui ont la même dénomination, mais qui sont en fait à des égards différents. Il y a ceux qui sont les mêmes en termes qui sont effectivement les mêmes en termes de réglage, mais qui ont le même nom, par contre, qui ont des algorithmes différents. Ceux qui ont des algorithmes identiques, mais qui n'ont pas le même nom, c'est un peu ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il ne faudra pas réfléchir à une uniformisation des pratiques de ce côté-là? Donc, sur ce point, tout le monde. Alors, on avait regardé ça en 2005, et on avait montré que ça donnait des erreurs majeures. Tout ce que vient de dire qu'un mode ST, ça veut dire ça sur une machine, ça sur une autre, et que ça s'appelle AIFR sur une autre, etc. Ça avait donné des erreurs majeures d'utilisation de la machine à des réanimateurs expérimentés. Depuis, il y a des grands écrans, il y a des courbes qui permettent au moins d'effacer les noms, et on peut regarder en regardant les courbes et en comprenant tout seul et notre culture ce que c'est. Les noms, je n'ai pas d'autre recommandation qu'il faut les oublier complètement. Il y a actuellement un travail de la norme ISO. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont dessus. La norme ISO pourrait avoir une nomenclature commune à tous les pays sur tous les modes. Et à la France, alors je vous fais passer le texte pour ceux qui sont dans le GAF. Des fois, quand il y a un texte à relire, on a relu le dernier et la France a voté contre. On s'est opposé à ça parce que ils allaient appeler ça mode ST, mais comme il y a beaucoup de gens, des fabricants qui sont dedans, ça allait être le mode ST de Philips, avec un TI fixe, etc. Donc bref, tout ça pour dire que on n'est pas sorti de l'auberge, il n'y aura pas de nomenclature commune dans les années qui viennent oubliées, donc vous oubliez les noms, et vous regardez les réglages, et vous pourrez comprendre les petites courbes qu'ils nous donnent, et avec ça vous comprendrez. Mais comme le dit David, il faut faire très attention, ça c'est catastrophique. Merci beaucoup Jésus. Donc, je vais donner la parole à Brigitte Fourou qui va nous parler d'une session pédiatrique.